Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 janvier. Et pour comprendre comment tourne la pleine finance lorsqu'elle tourne autour des relations commerciales sino-japonaises, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'inscrit en fait dans la continuité de la vidéo diffusée la veille et s'intitule Huawei Waiaiai. Ouais. Où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire Huawei qui vient de connaître un nouveau développement, dans la logique d'ailleurs du début des problèmes sur ce dossier, et qui remonte au 1er décembre avec l'incarcération de la fille du fondateur de Huawei, Wenfei. Elle a été donc attrapée à la sortie de son avion à Vancouver, incarcérée, puis relâchée, assignée à résidence. Et maintenant, eh bien, c'est chose faite, c'est officiel. Les États-Unis demandent son extradition. Et ce sont eux qui avaient également demandé aux Canadiens de se saisir donc de la fille du fondateur de Huawei. Alors, je n'ai pas le souvenir que dans l'histoire des 50 dernières années, le PDG d'une grande multinationale, ou un de ses enfants, ou un de ses bras droits, ait été incarcéré. Alors vous me direz, ah mais monsieur Ghosn alors au Japon. Non, non, monsieur Ghosn, il y a une inculpation pour fraude fiscale qui a été donc diligentée par la justice japonaise. Il y a de vraies charges contre monsieur Carlos Ghosn, contre Wenfei. Quelles sont les charges ? Eh bien, en tant que directrice financière du groupe Huawei, elle pourrait avoir eu à connaître un contournement des règles américaines sur l'embargo des livraisons de matériel technologique à l'Iran. Alors c'est un embargo américain, ce n'est pas un embargo européen, encore moins un embargo chinois. Et d'ailleurs, les embargos américains s'appliquent théoriquement aux entreprises américaines et pas aux entreprises étrangères. Eh bien si, selon la conception du droit américain, si vous faites des affaires avec des entreprises américaines, alors vous ne pouvez plus faire affaire avec des pays blacklistés par les États-Unis. Alors la règle, elle est très claire, tout le monde la connaît. Sauf que cette règle, juridiquement, elle n'a aucun fondement, ni à l'ONU, ni au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est quelque chose que les Américains appliquent unilatéralement et que la Chine, évidemment, ne reconnaît pas. Donc, la fille du fondateur de Huawei, incarcérée sans qu'il y ait de charge légale contre elle, et si jamais les Américains invoquent le contournement de l'embargo, ce ne sont de toute façon pas des règles internationales qui peuvent justifier son arrestation. Donc c'est une grande première historique et on se demande bien comment les uns et les autres vont s'en dépêtrer. Alors les Chinois ont bien sûr déjà envoyé des petits messages aux Canadiens qui jusqu'à présent détenaient Wenfei. Des Canadiens ont été arrêtés naturellement pour espionnage en Chine, un pour trafic de drogue. Le message est clair. Si désormais l'affaire se transpose sur le sol américain, combien de PDG américains vont-ils être arrêtés pour espionnage ou pour conduite illégale sur le sol chinois ? Vous voyez que ça peut partir dans tous les sens et personne ne sait comment on arrête ce genre de machine. On attend la visite de Liu He le 30 et le 31 janvier aux États-Unis. C'est le vice-premier ministre chinois chargé des affaires économiques. Autrement dit, aujourd'hui, le personnage clé avec Xi Jinping. Imaginez que suite à cette affaire Huawei, il décide de ne pas venir aux États-Unis. On peut penser que les marchés ne vont pas apprécier le scénario. D'autant qu'à Wall Street, les indices viennent de reprendre entre 12 et 14% sur leur plancher du 24 décembre dernier. C'est quand même bien payé, alors que
les nuages à l'horizon restent nombreux, à commencer par des signes de ralentissement économique. Alors aux États-Unis, c'est bien sûr la baisse des ISM, c'est-à-dire les indices de directeurs d'achat, mais ça se double également d'un ralentissement dans l'immobilier qui se confirme trimestre après trimestre. Et un ralentissement dans l'immobilier préfigure souvent une récession aux États-Unis. Vous avez également la structure de la courbe des taux que je décris en long et en large dans ma lettre confidentielle ce mois-ci. Et là aussi, il est impossible de ne pas faire le lien avec de précédentes récessions. Alors maintenant, si on regarde du côté de l'Europe, c'est vrai que ça fait peut-être une semaine maintenant que les indices ont l'air complètement bloqués, à l'arrêt. Et il leur manque peut-être un petit quelque chose pour au moins essayer de recoller un tout petit peu aux indices américains. N'oublions pas que même après la correction que les indices US ont subi mardi soir, on était à moins 1,5 sur le Nasdaq, ça laisse quand même plus de 5,5% de performance depuis le 1er janvier, quand on n'est même pas à 3% à Paris. Donc on peut peut-être encore espérer une petite poussée de 2-3% vers notre objectif des 4 925 et des 3100 sur l'Eurostoxx. Mais plus le temps passe, plus ceux qui sont vraiment bullish dans l'âme commencent à trouver le temps long et commencent, on va dire, à danser d'un pied sur l'autre en espérant ne pas être pris justement à contre-pied par l'enclenchement d'un mouvement de correction dont nous avons décrit l'un des potentiels catalyseurs.